Fabriqué par Binge Audio. Un coup de tonnerre. Ce Big Bang dans le milieu du foot, sur les droits sportifs. C'est une somme ahurissante, plus d'1 milliard d'euros par saison. C'est ce qu'un fonds financier espagnol a accepté de payer. Canal+, qui est hors jeu. La première image que j'ai, c'est un château de cartes qui s'écroule. Salut, c'est Thomas Rozek. Rarement l'expression foot business saura sembler aussi pertinente. On l'emploie à tort et à travers depuis des années pour décrire la part toujours grandissante d'intérêts financiers dans le sport le plus populaire du monde. Elle servait jusqu'ici avant tout à décrire les succès, si on s'en tient aux chiffres purs et les fortunes colossales brassées par le secteur. Tout ça a pris un sérieux coup dans l'aile avec, logiquement, la crise sanitaire et ses corollaires. Pour ce qui est du foot français, c'est d'autant plus visible qu'en plus de se voir privé de billetterie et fragilisé par la situation mondiale, la Ligue doit faire face à une tuile inattendue. Mediapro, l'entreprise qui devait lui assurer de confortables recettes en termes de droits télé, s'avère être à la limite de l'insolvabilité, incapable de régler les énormes factures sur lesquelles comptaient pourtant les clubs. Mais était-ce si impossible que ça à prévoir ? Ou bien est-ce que la Ligue, aveuglée par les millions promis, esclave de son mode de vie à crédit, a choisi de ne pas trop regarder la santé pourtant vacillante de Mediapro ? C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Mediapro, ce nom vous est peut-être totalement étranger. Il est possible par contre que vous connaissiez celui de sa chaîne par abonnement, Téléfoot, qui a été lancée cette année et dont on va reparler puisqu'une grande partie de la stratégie de Mediapro reposait sur elle. Mais d'abord, j'ai demandé à notre invité, le journaliste Jamal Henny, qui a enquêté sur le sujet pour le magazine Capital, de nous réexpliquer d'où vient ce fameux Mediapro. Alors, Mediapro est une entreprise espagnole qu'on ne connaissait pas en France, mais qui a fait une arrivée fracassante dans le foot français en 2018, parce qu'en 2018, elle a remporté la plupart des droits télévisés de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Elle a mis 814 millions d'euros par an sur la table pour diffuser la plupart des matchs, et ce qui a permis à la Ligue de faire une très bonne affaire. La Ligue a décroché au total plus d'1 milliard d'euros parce qu'il y avait quelques autres petits droits chez beIN et Free, ce qui faisait une hausse de 60% du montant des droits par rapport au contrat d'avant, ce qui était donc le jackpot pour la Ligue et donc pour les clubs, ce qui était ce qu'ils recherchaient, et ce qui explique aussi sans doute pourquoi tellement contents, ils n'ont pas vraiment regardé exactement si tout ça allait tenir. Alors, Mediapro, c'est un groupe espagnol. À l'origine, Mediapro est un groupe qui est spécialisé dans les tournages. Voilà, il tourne. C'est un prestataire technique. Il tourne les matchs de foot. Ils sont après aussi lancés dans le commerce des droits. Par exemple, c'est eux qui revendent les droits de championnat espagnol, la Liga, hors d'Espagne. Et alors, depuis 2018, ils sont donc détenus par leurs deux fondateurs, M. Jaume Roures et son acolyte. Ils sont détenus aussi par l'autre actionnaire, c'est une agence de publicité britannique qui s'appelle WPP. Et le troisième actionnaire, qui est l'actionnaire majoritaire, avec 53% du capital, c'est un fonds chinois qui s'appelle Orient Montai, qui est une filiale d'un groupe chinois de finance et de bourse qui s'appelle Orient Security. Alors comment est-ce qu'on est passé de la bonne affaire, de la martingale pour la Ligue et pour les différents clients de Mediapro à la catastrophe financière qui s'annonce ? Écoutez, les choses sont assez simples. Mediapro n'a pas l'argent. Mediapro, selon l'agence de notation qui s'appelle Moody's, ils ont 143 millions d'euros dans leur caisse à fin juin. Or, comme on l'a dit, Mediapro doit payer 814 millions d'euros par an à la Ligue de football professionnel. Donc, c'est découpé en plusieurs tranches. Il y a une première tranche de 172 millions qui était début août qu'ils ont payé. Il y avait une deuxième tranche de 172 millions le 5 octobre qui n'ont pas payé. Et il y a une prochaine tranche de 150 millions qui est du début décembre, et que ils n'ont pas de quoi payer, et ils ont dit de toute façon qu'ils ne les paieraient pas. Donc voilà, vous faites le calcul, c'est assez simple. Ils avaient 143 millions d'euros fin juin. Ils ont là-dessus, ça a servi à payer la tranche de début août, 172 millions, et évidemment il ne reste plus rien pour payer les tranches d'après. Ils ont évidemment d'autres problèmes financiers par ailleurs. Il n'y a pas que la France, hein. Ils ont des dettes à rembourser. Voilà pourquoi ça s'est transformé en drame. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'argent ?
Eh bien, parce que d'abord, ils pensaient sans doute qu'ils engrangeraient beaucoup d'argent avec les droits du football français. Alors, ils ont essayé de le faire de deux manières. La première manière, c'était d'aller voir les gens qui distribuent la chaîne, c'est-à-dire Orange, SFR, Bouygues Télécom, Free et Canal, et de leur demander ce qu'on appelle des minimums garantis. C'est-à-dire, en gros, de leur demander beaucoup d'argent, quel que soit le nombre d'abonnés. Voilà. Quel que soit le nombre d'abonnés à la chaîne, vous nous payez plein. Alors, au début, ils ont demandé 200 millions à chaque opérateur, qui leur ont dit allez vous faire voir, 120 millions après, toujours allez vous faire voir, 50 millions allez vous faire voir, et finalement, ils ont topé à quelques millions par opérateur. Avec SFR, ils ont un deal un peu plus compliqué parce que SFR avait aussi les droits de la Ligue des Champions, mais on va simplifier. Donc ça, déjà, ils comptaient avoir beaucoup des avances versées par les distributeurs de la chaîne, et ça, n'ont pas réussi à avoir ça. Deuxièmement, ils comptaient avoir beaucoup d'abonnés, ce qui évidemment aurait fait rentrer beaucoup d'argent. Alors la chaîne coûte entre 25,90 et 29,90, je crois. La semaine dernière, le patron de Mediapro a dit qu'il avait 600 000 abonnés à sa chaîne. Donc si on estime que le prix moyen est de 27,90, ça veut dire que ça, en gros, et si on estime aussi que les distributeurs gardent 30% à peu près du prix de vente, si on enlève la TVA de 10%, en gros, il arrive dans les caisses de Mediapro 10 millions d'euros par an, ce qui est évidemment très peu pour financer toutes les sommes importantes dont on a parlé avant à verser à la Ligue. Et troisième raison, il y a aussi d'autres raisons qui sont propres à Mediapro, c'est-à-dire que Mediapro a aussi un tas de problèmes en Espagne. D'abord, il a une chaîne de télévision gratuite qui s'appelle Gol TV qui vit de la publicité. Bon, bah, évidemment, la publicité, ça ne va pas très bien. Il y a une activité de production audiovisuelle. Bah, évidemment, avec le Covid, ça s'est arrêté. Et puis, il avait aussi toute son activité de droit sportif. Il y a eu une interruption des matchs à cause du Covid, etc. Est-ce qu'on peut dire que Mediapro a uniquement pâti de la situation sanitaire qui, on l'a dit, a très fortement bousculé la production télé et aussi le monde du sport, ou est-ce qu'à la base, déjà, c'était une entreprise qui n'était pas saine de toute façon? Faire le film rétroactivement, c'est un peu facile, parce que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, on aurait sans doute les faiblesses de Mediapro seraient peut-être pas apparues aussi, de manière aussi criante. Mais c'est vrai que là, la crise du Covid a aggravé ses faiblesses. Alors les faiblesses de Mediapro qui étaient préexistantes, c'était qu'ils étaient déjà très endettés. Ils ont à peu près 1 milliard de dettes, ce qui représente à peu près 5 années de bénéfices. Voilà, si vous avez 1 milliard de dettes, mais que vous faites 10 milliards de bénéfices par an, c'est pas grave. Mediapro a fait dans les 200 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation en 2019. Et devrait en faire 2 fois moins cette année. Donc, quand vous avez 1 milliard de dettes face à ça, là, c'est ennuyeux, oui. Une manière de voir si la dette est supportable ou pas, si l'entreprise est solvable ou pas, c'est de regarder la note que lui attribuent les agences de notation. Alors, le grand public a entendu parler de ces histoires de notes par les agences beaucoup dans la crise de 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez que quand la France a perdu son AAA, on avait beaucoup parlé de ça. Bon, les entreprises, c'est pareil, elles ont aussi noté, leur dette est aussi notée, c'est les mêmes agences, c'est-à-dire 3 agences, Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Là, dans le cadre de Mediapro, c'est juste Moody's et Fitch qui notent Mediapro. Et alors, ces dettes il y a en gros deux catégories dans lesquelles on peut être noté. Il y a la catégorie d'investissement, ça c'est ce qu'on appelle investment grade, ça c'est les bonnes notes, hein, c'est la France est dans cette bonne catégorie. Et puis il y a la catégorie spéculative. En anglais, on appelle ça les junk bonds, c'est-à-dire la dette pourrie. Et puis, alors ça, c'est les mauvaises notes. Et quand vous êtes tout en bas de la catégorie spéculative, vous êtes en défaut de paiement. Alors évidemment, quand vous avez une bonne note, vous payez peu de taux d'intérêt, parce que les gens qui vous prêtent de l'argent sont sûrs de revoir leur argent. Et quand vous êtes en catégorie spéculative, vous payez des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, parce que les gens sont moins sûrs de revoir leur argent. Alors, Mediapro, à peu près, il avait dans les 800-900 millions d'euros de dette il y a 2 ans, là c'est monté à 1 milliard, et a toujours été classé en catégorie spéculative depuis 2018, depuis que sa dette est notée par les agences. Alors, en avril, Moody's a déjà dégradé sa dette de 2 crans,
Et là, Moody's a redégradé la semaine dernière sa note d'un cran. Et donc là, Mediapro n'est plus qu'à 4 crans au-dessus du défaut de paiement. Donc ça précède de la situation de la crise actuelle, ce qui paraît très très étonnant d'un point de vue extérieur, et je sais que c'est facile, on l'a dit, de refaire le match sans mauvais jeu de mots après coup, mais ça paraît très étonnant que la Ligue n'ait pas vu que c'était potentiellement un investissement risqué, ou en tout cas que c'était un deal risqué. La Ligue, c'est un peu la première fois qu'elle est confrontée à ce type de problème. Parce que la stratégie de la Ligue, ça a toujours été d'avoir le plus d'argent avec les droits télé, et pour ça, d'arriver toujours à avoir 2 compétiteurs. Canal+, qui a les droits de télé depuis sa création ou presque, et un autre compétiteur. Alors, historiquement, ce compétiteur, ça a été TPS, une filiale de TF1 et M6, puis ça a été Orange, puis ça a été beIN Sport, et désormais Mediapro. Alors, les 3 premiers, TPS, Orange et beIN Sport, c'était des entreprises qui avaient des actionnaires solides. TPS, c'était TF1 M6, Orange, vous connaissez, et beIN, c'est détenu par le Qatar. Donc, eux ont pu supporter des pertes très importantes, parce qu'évidemment, tous ces compétiteurs n'ont jamais gagné l'argent, ont perdu des centaines de millions ou des milliards, mais ils ont supporté ces pertes sans trop de problèmes. Et donc, la Ligue avait son argent, et finalement, ce système ne posait pas de problème. Là, Mediapro n'a pas de quoi supporter des pertes aussi importantes de manière durable. Et alors, la situation est d'autant plus paradoxale que la Ligue veut chaque année, à chaque appel d'offres, de plus en plus d'argent pour les droits sportifs, alors que les chiffres d'audience de la Ligue 1 baissent régulièrement. Là, sur la dernière saison, c'était 850 000 téléspectateurs en moyenne sur Canal. C'était 2 fois plus il y a 10 ans. Le match qui a fait le plus d'audience, le Classico PSG-OM, a fait 1,9 million de téléspectateurs. Tout ça est très loin du seuil de 3,5 millions d'abonnés que Mediapro visait pour atteindre la rentabilité. C'est quoi les voies de recours pour la Ligue aujourd'hui? Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a notamment une entreprise qui est Caution Solidaire en Espagne vers laquelle elle compte se retourner. Mais il y a aussi cet investisseur chinois qui pourrait être une voie de sortie quelque part. Alors, malheureusement, les voies de recours pour la Ligue, ça va pas très loin. Alors, d'abord, la Ligue n'a pas demandé de caution bancaire. La Ligue explique que, pour des montants pareils, de toute façon, ça ne se fait pas et qu'elle ne l'a jamais demandé. Ce que la Ligue a demandé, c'est une caution solidaire. Pendant longtemps, on a cru que la caution solidaire était vis-à-vis de l'actionnaire chinois Orient Tontai Capital, dont je vous parlais. Et finalement, là, l'équipe a révélé, il y a une semaine ou deux, que non, la caution solidaire, c'est la holding qui détient Mediapro à 100%. Donc, en gros, la caution solidaire, c'est sur Mediapro lui-même. Donc, si Mediapro ne peut pas payer, ça revient exactement au même, quoi. Donc, la Ligue a essayé d'activer cette caution solidaire en lançant des procédures devant le tribunal du commerce de Paris et devant la justice espagnole contre Mediapro et contre la holding qui détient Mediapro, mais ça ne va pas aller très loin. Et donc, elle ne peut pas lancer de procédure pour obtenir la caution solidaire du chinois, déjà parce qu'elle n'en a pas, et puis de toute façon, les procédures des entreprises étrangères en Chine ont un peu de mal à aboutir. Alors, Orient Tontai Capital, comme je vous disais, appartient à un groupe chinois financier qui s'appelle Orient Securities. Lui, il a l'air en effet un peu plus solvable que Mediapro. C'est un groupe assez important. Il fait une dizaine de milliards de dollars de capitalisation en bourse. Et son principal actionnaire est une société, un groupe énergétique qui appartient au gouvernement de Shanghai. Voilà. Donc, on pense que lui est un peu plus solvable, mais la question est de savoir est-ce que les actionnaires de Mediapro voudront venir sauver Mediapro ou pas. On ne sait pas. Pour l'instant, on sait qu'au printemps, en juin, ils ont déjà remis 50 millions d'euros dans Mediapro pour essayer de lui donner une bouffée d'air frais. On ne sait pas s'ils ont vraiment envie de remettre beaucoup plus d'argent dedans. Vous avez compris que voilà, les besoins financiers pour payer la Ligue sont quand même extrêmement importants et ça ferait beaucoup d'argent à remettre au pot. L'autre solution pour la Ligue est de dénoncer le contrat. Et pour ça, il faut attendre un mois. Il faut attendre un mois après le
non-paiement, la Ligue a le droit de dire bon, tu ne payes pas, je te reprends les droits. Le seul problème, c'est que nos amis de Mediapro sont allés voir le tribunal de commerce et ont demandé à se placer sous sa protection. Ils ont engagé ce qu'on appelle une procédure de conciliation, et ça gèle pas mal de choses, et ça gèle tout un tas d'actions que pouvait engager la Ligue contre Mediapro. C'est des procédures qui permettent, quand une entreprise est dans une situation financière difficile, qu'on lui donne un peu de temps pour se retourner. Voilà. Et notamment, par exemple, cette conciliation, alors la Ligue a aussi lancé des procédures de saisie pour essayer de prendre l'argent qu'a Mediapro, par exemple, chez les distributeurs, Orange, Free, SFR. Mais ces procédures de saisie ont aussi été bloquées par la conciliation devant le tribunal de commerce. Est-ce que ça peut mettre en péril totalement le système du foot français, même si c'est compliqué de jouer les Nostradamus, évidemment, mais est-ce que toute cette histoire peut mettre en danger réellement, concrètement, le football français ? Ce qui est sûr, c'est que les clubs avaient bâti tout leur budget de cette année sur les droits vendus par la Ligue, et notamment ils tablaient sur les 814 millions que devait verser Mediapro. Ça paraît quand même très peu probable qu'ils arrivent finalement à toucher tout cet argent, parce que Mediapro ne l'a pas. Donc en gros, il y a deux options. Soit il y a une renégociation avec Mediapro sur un montant inférieur, soit ils arrivent à s'en sortir et à remettre les droits en jeu et à les redonner à d'autres gens. Évidemment, Canal sera sans doute très intéressé, mais Canal a toujours dit qu'il ne mettrait jamais autant d'argent que Mediapro. Donc, il est assez probable que les clubs doivent faire avec moins d'argent, ce qui évidemment sera un peu compliqué. Alors, pour l'instant, la Ligue fait des emprunts et de façon à quand même verser l'argent au club selon les échéances prévues, mais en s'endettant. Voilà. Donc peut-être qu'elle va arriver à lisser ça, mais c'est pas une solution pérenne. Ça illustre finalement le système de cavalerie dans laquelle s'est avancé de plus en plus profondément, je crois que c'est le terme exact, la cavalerie, la Ligue de foot professionnel. Oui et non. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, les droits étaient de plus en plus chers, mais il y avait toujours des pigeons qui étaient prêts à payer, et des pigeons solvables. Donc, pourquoi s'arrêter dans ce cas-là ? TPS, Orange, Bein, c'est-à-dire le Qatar, ont toujours été prêts à mettre plus d'argent sur la table. Voilà, donc jusqu'à présent, la fuite en avant sur la hausse du montant des droits n'avait pas posé de problème et évidemment, la Ligue était très contente et les clubs aussi. C'est ce qui explique qu'ils finalement, ils ne se soient pas posé beaucoup de questions quand Mediapro est arrivé avec tous ces millions. Autant dire que là, des questions, tout le monde s'en pose, des joueurs aux dirigeants de club, en passant évidemment par les spectateurs. Bon, moi, vous savez, tant que le Stade Brestois reste en Ligue 1, à la limite, ça non plus, c'est pas gagné d'ailleurs. Merci à Jamaleni pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. One Bruno Gucci, there's only one Bruno Gucci, one.